Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour mon émission Occident, donc une émission d'affaires publiques qui essaye de répondre à vos attentes en termes d'information. J'ai l'honneur de recevoir Guy Millière, que j'ai reçu plusieurs fois dans mes émissions. C'est un auteur prolifique, c'est d'abord un grand spécialiste des États-Unis. Il a écrit plusieurs livres sur Trump, sur Obama et aussi sous Bush. Il a été un des seuls à prévoir sa réélection à l'époque. Donc là, nous allons revenir un peu, parce que bon, le temps ayant passé, sur l'élection israélienne rapidement, puis parler de l'élection de Biden, revenir un peu sur l'actualité, et on finira par parler du journalisme et de la France, parce qu'il y a aussi des problèmes là-bas. Voilà, donc bonjour Guy Millière. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais d'abord avoir une petite réaction de votre part concernant l'élection israélienne qui s'est passée le 23 mars. On a vu pour la 4e fois donc, la victoire de Netanyahou. Donc, bon, vous aviez encouragé sa réélection. Qu'est-ce que vous pensez le fait qu'il n'est pas encore majoritaire? Mais alors, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que le système proportionnel intégral, qui est quand même le seul pays dans le monde qui l'applique, est-ce que c'est une force pour ce pays démocratique ou est-ce que c'est au contraire une faiblesse? À mes yeux, c'est une faiblesse parce que le système de proportionnel intégral favorise l'émiettement politique, nuit gravement à la possibilité que des camps se regroupent et se dessinent, crée une indiscipline et donne un pouvoir absolument disproportionné aux petits partis. Et nous sommes dans cette situation. Pour composer une majorité, il faudrait absolument que Binyamin Netanyahou parvienne à rallier des petits partis qui ont très très peu de voix et qui représentent très très peu sur l'échiquier politique israélien. J'ajouterais que cette situation permet aussi à des gens qui pensent essentiellement à leurs intérêts personnels d'acquérir un poids politique. Je dirais que lorsqu'on est dans un système comme le système britannique ou américain, où il y a deux grands mouvements politiques et où les élections sont, comme en Israël, un seul tour, il y a un intérêt très concret à se regrouper dans un des deux camps. Si on ne se regroupe pas dans un des deux camps, si on veut être marginal, eh bien on reste effectivement marginal et on n'a aucun poids politique. Aux États-Unis, par exemple, vous avez un courant libertarien qui prend 1 à 2% des voix dans différents endroits, mais qui ne représente rien, qui n'a aucun élu et qui n'a donc aucun poids politique. Je dirais que si Israël fonctionnait sur le même mode, il y aurait des dissidents, sans doute, mais ces dissidents n'auraient aucun poids politique. Alors que là, actuellement, dans la situation actuelle, les dissidents ont beaucoup de poids politique. Donc je dirais que ça crée une instabilité, ça crée une impossibilité de former des gouvernements solides, stables et cohérents. Cela permet à des gens de quêter leur propre intérêt, leur intérêt personnel, et de placer leur intérêt personnel au-dessus de l'intérêt du pays. Israël a un grand Premier ministre, c'est à mes yeux l'un des grands hommes d'État de l'époque dans laquelle nous sommes, Binyamin Netanyahou, et à chaque fois qu'une élection a lieu, pour les raisons que je viens d'indiquer, il ne parvient pas à constituer une majorité cohérente et à constituer un gouvernement fort, et cela peut coûter très cher à Israël, parce que la première des 4 élections qui vient de se dérouler aurait pu déboucher sur un gouvernement fort. Mais là, à cette époque-là, c'était Avigdor Lieberman qui jouait le dissident et qui voulait absolument compter beaucoup plus qu'il ne comptait en réalité. Et Avigdor Lieberman a empêché qu'un gouvernement stable soit mis en place. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de gouvernement stable, cela a empêché Donald Trump de présenter immédiatement son plan de paix pour le Proche-Orient. Ouais. Cela nuit très, très gravement à la possibilité d'avancer vers la paix au Proche-Orient. Donc l'idéal, ce serait un système majoritaire avec un peu de proportionnel, mais pas la proportionnelle intégrale. Je dirais qu'au minimum, il faudrait relever le seuil à partir duquel un parti peut obtenir des élus. Actuellement, je crois qu'il est à 3,5%, ce qui est très très bas. Il faudrait le remonter à 7-8% à mon avis. Et au minimum, en gardant la proportionnelle, si on remontait le seuil d'éligibilité d'une manière assez nette, cela pourrait remédier partiellement au problème. Pas suffisamment, mais ça commencerait à apporter un remède au problème.
Alors, nous allons passer aux États-Unis, mais en même temps, c'était lié puisque vous avez abordé rapidement le projet de paix de Trump. Alors, le fait qu'il n'ait pas été réélu, et vous venez d'expliquer que les 4 élections ont mis en péril ce plan, est-ce qu'on peut considérer que l'élection, avec un peu le temps, avec tous les débats qu'il y a eu, tous les spécialistes qui se sont exprimés, alors y a-t-il eu fraude ou pas pour l'élection de Biden? Et qu'est-ce que ça révèle du pouvoir d'Obama derrière, qui semble être derrière cette fraude? C'est en tout cas ce que vous affirmez dans certains de vos articles. Pourriez-vous nous expliquer justement, parce que ça me semble être un enjeu majeur de l'élection américaine qui va derrière mis en péril la civilisation occidentale? Oui, mais je dirais qu'effectivement, ce qui s'est passé et ce qui est encore en train de se passer aux États-Unis est extrêmement grave. Premier point, oui, il y a eu fraude et je dirais que cela est quelque chose qui devrait préoccuper tous ceux qui défendent les principes de l'état de droit et de la démocratie. Or, ça n'a pas l'air de les préoccuper beaucoup parce que je remarque que dans la quasi-totalité de la grande presse, on fait tout pour ne pas parler du fait qu'il y a eu fraude. On fait tout pour dire que ces élections ont été absolument impeccables, ce qui est complètement faux. Il y a des gens qui ont affabulé là-dessus, il y a eu des théories du complot, et je pense que les gens qui ont extrapolé d'une manière excessive sur le sujet ont fait beaucoup de mal eux-mêmes à la démocratie. Et je dirais que vous avez d'ailleurs un exemple de cela au Québec sous la forme de Radio-Québec. Je dirais qu'il y a des propos pas très sérieux qui ont été tenus sur Radio-Québec. Mais il n'y a pas que ça. Mais néanmoins, si vous prenez les choses les plus sérieuses qui ont été établies, et je pense par exemple au rapport qui a été rédigé par un grand économiste, professeur d'université qui faisait partie des conseillers de Donald Trump, Peter Navarro. Peter Navarro a rédigé 3 rapports précis et accablants qui montrent l'ampleur des fraudes et qui montrent comment les fraudes se sont déroulées. Et je dirais que les fraudes se sont déroulées dans 6 États et plus exactement dans les 6 principales villes de ces États. Je dirais que les fraudes ont eu lieu à Phoenix en Arizona, à Las Vegas dans le Nevada où je vis, à Philadelphie en Pennsylvanie, à Milwaukee dans le Wisconsin, à Detroit dans le Michigan et à Atlanta en Georgia. C'est dans ces villes que l'élection s'est jouée et dans ces villes, les fraudes ont été claires, nettes, précises et établies. Et d'ailleurs, je dirais que les démocrates ne nient même pas qu'il y a eu des fraudes. Vous avez un article d'une journaliste démocrate qui s'appelle Molly Ball et qui est paru dans Newsweek et qui explique comment les démocrates y sont pris pour biaiser l'élection. Elle n'emploie pas le mot fraude, elle emploie le mot biaiser. Et elle dit qu'il fallait le faire pour sauver la démocratie. Donc, biaiser avec la démocratie, entre guillemets, c'était une manière pour les démocrates de dire qu'ils sauvent la démocratie. C'est étrange. Dans ce cas, ils auraient qu'à établir une dictature, clairement, et dire que la dictature, ça sauve la démocratie. On est dans le règne de l'absurdité et de l'ignominie. Et je dirais que l'absurdité et l'ignominie, cela mène à la situation dans laquelle les États-Unis sont actuellement. Vous avez un président qui est sénile, il cesse d'être sénile quand on le dope, je pense, et ce président n'exerce pas véritablement ses pouvoirs. Le gouvernement aux États-Unis est exercé effectivement dans l'ombre par des gens tels que Obama, et l'interface d'Obama à l'intérieur de la Maison-Blanche s'appelle Susan Rice, qui travaillait avec Obama quand il était encore à la Maison-Blanche. Une multitude de décisions extrêmement graves et extrêmement destructrices pour les États-Unis sont en train d'être prises en ce moment, et je dirais que cela crée une situation qui est non seulement grave pour les États-Unis, mais qui est aussi très grave pour le monde. Pour les États-Unis. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'on peut dire qu'Obama a fait comme Poutine, c'est-à-dire que pour conserver le pouvoir, il a manipulé les institutions en place pour se maintenir au pouvoir d'une certaine façon, en fait? Mais il n'a pas fait que ça. Je dirais que si on regarde ce qui s'est passé pendant l'année 2020, on voit que le coronavirus a été utilisé d'une manière absolument éhontée
c'est-à-dire que dans tous les États démocrates, on a exercé des actions qui ont abouti à une destruction économique profonde à l'intérieur de ces États. On a disséminé une phobie absolue et quand c'est apparu comme n'étant pas suffisant, on a enclenché une série d'émeutes extrêmement graves à l'intérieur du pays. Et ces émeutes sont parties de ce qui s'est passé à Minneapolis et on a fait de George Floyd, qui est un petit truand, un petit criminel qui est mort d'une overdose de fentanyl, une forme de héros et de victime du racisme policier. Dans ce contexte de chaos généralisé que les démocrates ont mis en place, parce que Black Lives Matter et Antifa, ce sont des bras armés des démocrates, dans ce contexte de chaos, on a mis en place un moyen de frauder extraordinaire, l'envoi de bulletins de vote généralisé dans tous les États tenus par les démocrates et le recours dans plusieurs États à ce qu'on appelle aux États-Unis le ballot harvesting, c'est-à-dire la récolte des voix par des militants démocrates, puisqu'on est dans des États démocrates. Et je dirais que le résultat, on l'a vu, et donc effectivement, Obama a repris le pouvoir, et j'ajouterai à tout cela qu'il y a une atmosphère de terreur absolument malsaine qui a régné. Et c'est pour cela que les juges à qui on a présenté des preuves ont refusé d'examiner les preuves. On dit dans l'ensemble des journaux qu'en fait, il n'y avait rien dans les dossiers présentés par les avocats de Donald Trump et que c'est pour ça que les juges ont refusé. C'est complètement faux. Les juges ont refusé d'examiner les preuves. On dit nous n'avons pas à examiner les preuves, on rejette les plaintes qui sont déposées. Et donc, ou bien ces juges, c'est le cas pour les juges de gauche et d'extrême gauche qui avaient été nommés par Barack Obama, ou bien ces juges ont réagi en militant et pas en juge, ou bien ces juges ont eu peur. Et je dirais que la peur est quelque chose qui continue à régner dans le pays, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais il y a un climat de peur, il y a un climat de terreur qui a été mis en place et qui persiste jusqu'à maintenant. Alors justement, vous touchez un point essentiel qui fait partie des prochaines questions que j'avais envisagées. Ça exprime la crise des institutions démocratiques. Et justement, vous venez de souligner le pouvoir judiciaire, mais aussi exécutif, législatif et médiatique, ça on va en reparler. Mais aucun palier n'a joué son rôle, parce qu'on parle de la séparation des pouvoirs tel que Montesquieu l'avait pensé, et que, en tout cas, il semblait que c'était les États-Unis qui l'appliquaient dans le monde. Et en fait, d'ailleurs, il y a eu un livre de Yves Roucotte qui s'appelle « La puissance de la liberté ». Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faiblesse de la liberté et que tout ce que vous avez identifié, comme par exemple les juges, soit pour des raisons de militantisme, soit pour des raisons de pression dans un régime totalitaire, est-ce qu'il y a une faiblesse de la démocratie américaine qui en fait, ça a révélé cette faiblesse ? Je dirais que c'est pas un abus de liberté, ça n'est pas non plus une faiblesse de la démocratie américaine. Je dirais que la démocratie américaine est d'une certaine manière désarmée face à des gens qui violent toutes les institutions, qui violent tous les principes. Et je dirais que ce qui s'est passé, cela a été une forme d'effondrement de l'état de droit américain. À partir du moment où des juges refusent de juger, à partir du moment où la Cour suprême elle-même se défausse et refuse d'examiner des choses qui montrent pourtant des violations claires de la Constitution, on est dans une situation extrêmement préoccupante. Et si je remonte en amont, si l'on regarde la possibilité dans un certain nombre d'États de violer toutes les règles électorales, je dirais qu'on est dans une situation extrêmement préoccupante. Et je dirais que cette situation préoccupante est la situation des États-Unis actuellement. Les États-Unis tels qu'ils sont actuellement sont un pays où l'état de droit est très gravement entaché de multiples irrégularités et les États-Unis ne sont plus vraiment actuellement un état de droit. Il y a encore des règles de droit qui sont respectées, mais il y a tellement d'abus d'une multitude de côtés que l'on est tout au bord de la mise en place d'un régime de type autoritaire qui ne dirait pas son nom. Alors justement, nous avions fait plusieurs émissions sur vos ouvrages concernant Obama. Vous aviez souligné sa formation et l'influence de Gramsci
dans les réseaux scolaires. Donc il semble que tout ce qu'on vit aujourd'hui est une conséquence de 30 ou 40 ans de réseautage, soit au niveau des instances politiques ou des différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais aussi dans les médias. Donc, est-ce que ça veut dire que l'extrême gauche, donc vous dénoncez d'ailleurs la destruction de la civilisation par la gauche se poursuit, Bagdad est engagé dans une fuite en avant, l'horreur Bagdad s'accentue, donc on voit bien que l'idéologie dans laquelle il est encadré par Obama, est-ce que ça veut dire que l'extrême gauche a gagné le pouvoir ? Ben, je dirais que l'extrême gauche est actuellement au pouvoir aux États-Unis et je dirais qu'il y a un livre important que je cite régulièrement dans mes écrits en anglais, qui est un livre de l'essayiste américain Roger Kimball, qui s'appelle La longue marche. Je dirais que après l'échec de la tentative de prise de pouvoir communiste aux États-Unis dans les années 50, échec qui a été marqué par le fait qu'on a découvert des réseaux d'espionnage au service de l'Union soviétique, que ces réseaux d'espionnage étaient dirigés par des gens du Parti communiste américain. Donc après cet échec, dans les années 1960, la gauche américaine, l'extrême gauche américaine, a décidé de changer son fusil d'épaule, a repris effectivement la stratégie de Gramsci, qui a effectivement théorisé la longue marche au travers des institutions et qui a dit qu'il fallait que les gens d'extrême gauche avancent par infiltration et par prise en main d'une multitude d'appareils dans l'économie, dans la culture, dans l'université, dans les lycées et dans le journalisme après, et finissent par la politique. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je dirais que la victoire de Barack Obama en 2008 a été une victoire de cette extrême gauche. Barack Obama a utilisé 8 années de présidence pour parachever l'infiltration dans tous les domaines. Et je dirais que la victoire électorale de Donald Trump a été une très mauvaise surprise pour tous ces gens-là qui se sont jurés de l'abattre, qui ont tout fait pour l'abattre pendant ces 4 années de présidence et pour l'empêcher de gouverner autant qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas réussi complètement puisque Donald Trump a pu accomplir beaucoup de choses, mais enfin ils se sont dit il faut absolument qu'en 2020 cela s'arrête, et ils sont parvenus à leur fin. Ils sont maintenant au pouvoir et toutes les décisions qui sont prises, que ce soit les décisions qui sont prises dans le domaine de l'économie, que ce soit les décisions qui sont prises dans le domaine de l'immigration. On voit le désastre qui se dessine à la frontière sud des États-Unis, ou que ce soit des décisions en politique étrangère, sont des décisions qui sont dictées par l'extrême gauche américaine. Et c'est pour ça que je dis que non seulement les États-Unis sont en péril, mais le monde lui-même est en péril. Oui, vous dites d'ailleurs que nous sommes face à une grande réinitialisation qui est en marche, comme si on boguait l'ordinateur, on ferme et on le redémarre. Et nous subissons une tentative de transformation planétaire. Donc ça veut dire que par exemple la Chine va prendre plus de pouvoir, la Russie, l'Iran, donc des sociétés totalitaires vont émerger et aux dépens des valeurs démocratiques. Donc est-ce qu'on assiste à on va dire une défaite de la liberté ou en tout cas un recul de la liberté ? Ben, c'est ce qui est en train de se dessiner actuellement, et je dirais qu'il y a des connexions entre l'extrême gauche américaine et d'autres gauches partout dans le monde, et des grandes entreprises, des grands entrepreneurs qui rêvent de constituer avec la nomenclatura chinoise une forme de nomenclatura mondiale. Ce projet a été énoncé d'une manière assez claire par le forum de Davos et par son dirigeant, Klaus Schwab, qui a parlé de The Great Reset et qui a dit que la pandémie, la crise climatique sont des excellentes occasions. Il n'y a pas de crise climatique, mais enfin ils en inventent une. Sont des grandes occasions pour procéder à une grande réinitialisation. Et si on regarde les détails de cette grande réinitialisation, elle ressemble étrangement et significativement au projet communiste, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une gouvernance mondiale mise en place et établie par des gens qui sont supposés avoir la vérité, et en dessous de cette gouvernance mondiale, il y a des gens qui devraient pouvoir travailler, consommer, mais qui auraient très peu d'accès au pouvoir et qui seraient très très contrôlés. Si je regarde la façon dont des contrôles sociaux se sont mis en place pendant le coronavirus en Europe et dans certains États américains, je dirais au
Canada aussi d'ailleurs, je dirais qu'on est allé dans cette direction d'une manière assez claire, assez nette et assez précise. Et je dirais qu'effectivement, la Chine joue un rôle crucial là-dedans. Xi Jinping a été invité plusieurs fois comme orateur principal au forum de Davos. Ce n'est pas un hasard. Et je dirais que nous sommes actuellement dans une grande offensive planétaire de la Chine. La Chine sait parfaitement qu'elle a l'ascendant et je dirais que la Chine ne se gêne plus pour dire ce qu'elle pense et pour énoncer son mépris vis-à-vis du monde occidental et vis-à-vis des États-Unis, sous Biden en particulier. On l'a vu récemment lorsque le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État de l'administration Biden, a rencontré ses homologues chinois à Anchorage en Alaska. Les Chinois ont absolument affirmé leur position et l'ont fait d'une manière très tranchée et d'une manière qui se voulait humiliante vis-à-vis de leurs interlocuteurs américains. La Chine est en pleine offensive sur la planète. La Chine s'est rapprochée de la Russie s'est rapprochée de la Chine, et la Chine a des intérêts très très concrets en Iran, donc une forme d'axe se met en place autour de la Chine. La Chine est dans une offensive planétaire actuellement, et il importe de le regarder de près. Et dans cette offensive planétaire, elle a non seulement des alliés comme la Russie et les mollahs iraniens, mais elle a aussi des alliés dans le monde occidental. Elle en a beaucoup aux États-Unis actuellement. Okay. Alors justement, pour parler de ça, on passe souvent par les journalistes, ça fait plus, on va dire, le quatrième pouvoir. Et ici, on a eu la visite de la police dans notre studio samedi dernier. Donc, est-ce que vous, avec la complicité des médias subventionnés comme Radio-Canada et TVA, qui étaient présents lors de l'intervention policière, donc ça veut dire qu'ils ont été prévenus et qu'ils n'ont même pas cité le fait que c'était un studio d'enregistrement qui était visé, mais une simple réunion. Est-ce que ça révèle une crise du journaliste et pourquoi pas même, je dirais, je vais aller jusqu'au bout, la disparition du métier de journaliste comme contre-pouvoir et comme chien de garde de la liberté, justement parce que, soit parce que c'est plus du militantisme que du journalisme, ou parce que la subvention est un système de survie systématique maintenant pour les médias traditionnels, ce qui fait que sans subvention de l'État, ils ne peuvent pas survivre. Alors que les médias tels que Lux Média fonctionnent sur le don et beaucoup plus proches des préoccupations des citoyens face à don. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vous avez écrit, par exemple, bon, on va parler de la France après, vous avez écrit plusieurs fois et dénoncé que les grands médias français n'informent pas ou ils n'informent plus, mais vous avez aussi dénoncé les médias aussi aux États-Unis. Et en quelque part, c'était les derniers bastions de liberté, et vous dénoncez aussi cette dérive avec une reprise en main des médias sociaux, très clairement, puisque si en 2016 ça a permis l'élection de Trump, on voit qu'aujourd'hui ça a été l'inverse, puisqu'il y a eu une censure systématique de tous les réseaux sociaux pour éviter qu'on soutienne soit Trump, soit sa politique. Je dirais que la situation repose sur des bases différentes dans les différents pays dont vous parlez, mais elle aboutit au même résultat. Je dirais que en France, dans d'autres pays européens, je ne connais pas assez la situation canadienne pour en parler, mais en tout cas en France et dans différents pays européens, on est dans une situation où l'essentiel des médias qui n'appartiennent pas directement au gouvernement et qui ne sont pas sous la tutelle des gouvernements, sont des médias qui vivent de subventions. Et de ce fait, ce sont des médias qui sont tenus en laisse par le pouvoir politique et qui ne disent que ce que le pouvoir politique veut bien qu'ils disent. La conséquence de cela, c'est que l'essentiel de l'information diffusée relève de la désinformation. Une multitude d'informations, je ne vais pas dresser une liste parce qu'elle serait très longue, une multitude d'informations ne sont pas diffusées. Des éléments qui relèvent de la propagande sont, eux, par contre, diffusés
diffusée massivement. Et je dirais que de facto, les médias dans la plupart des pays européens, pour cette raison, ne jouent plus vraiment leur rôle de quatrième pouvoir, voire dans la plupart des cas, ne le jouent plus du tout. Aux États-Unis, les médias ne sont pas subventionnés par le gouvernement et ne sont pas tenus en laisse de cette façon-là, donc ça fonctionne d'une manière un peu différente. Les grands médias américains appartiennent à de très grandes entreprises qui ont des intérêts multinationaux et qui ont des liens avec les gouvernements démocrates par le biais du capitalisme de connivence, du crony capitalisme. Donc cela veut dire que ces médias sont eux aussi tenus en laisse par leurs propriétaires. Leurs propriétaires ne les laissent dire que ce qui sert leurs intérêts dans le cadre du capitalisme de connivence et des liens au Parti démocrate, ou ce qui sert leurs intérêts à l'échelle internationale. Donald Trump est très vite devenu l'ennemi de très grandes entreprises multinationales américaines dans la mesure où il entendait juguler l'avancée du pouvoir de la Chine et dans la mesure où il entendait s'en prendre au crony capitalisme. Donc les grands médias américains sont devenus des machines à démolir Donald Trump avec très peu d'exceptions près, des exceptions comme Fox News qui a fini par fléchir à la fin de la présidence Donald Trump. Mais je dirais que de facto, les grands médias américains, pendant toutes les années Trump, n'ont pas rempli leur rôle de médias d'information et ont été des instruments de propagande au service du Parti démocrate et des intérêts des grandes entreprises du chronique capitalisme et des intérêts de la Chine. Les médias européens, parce que ces médias appartiennent quasiment ou sont tenus par des gouvernements qui avaient intérêt à voir les démocrates revenus au pouvoir, se sont conduits de la même façon. Et les grands médias européens, les grands médias français en particulier, se sont contentés de recopier la désinformation qui était dans les médias américains. Et je dirais que de facto, nous sommes dans une situation préoccupante. Non, les grands médias ne jouent plus le rôle de quatrième pouvoir. Les grands médias sont devenus, dans l'essentiel du monde occidental, des courroies de transmission du pouvoir. Alors, vous préparez un livre sur Trump et enfin, tout ce qui s'est passé sur les présidentielles 2020 et l'ère Biden. Donc, mais vous préparez aussi un ouvrage sur la France. Et donc, pour conclure cette entrevue, je voulais donc aborder rapidement, vous avez écrit plusieurs articles, en particulier Macron ne révélera pas l'ampleur de la catastrophe dont il est responsable, Macron falsifie l'histoire de l'Algérie et il se soumet à l'islam. Alors là, on parle d'une société micro, parce que je voulais en parler parce que le Québec est comme connecté avec la France, on le voit au niveau de sa façon de gérer la pandémie et le confinement, on dirait que ils sont connectés avec le ministère des Affaires ou le ministère de l'Intérieur français. Il y a juste les horaires qui décalent, mais on dirait qu'ils ont la même politique, le même rapport à ça. Alors je voulais avoir votre avis sur sa façon dont Macron gère cette pandémie et le confinement, qui tient quand même à une sorte d'état policier qui s'installe quand même tranquillement et qui brime aussi nos libertés. Je dirais que Macron me paraît être un désastre complet pour la France, et je ne suis pas du tout surpris qu'il soit un désastre complet pour la France. Je l'avais annoncé avant qu'il soit élu. Il suffisait de regarder d'où venait Macron, qui le propulsait vers la présidence, pour comprendre que des choses très très douteuses étaient en train de se passer. Si vous regardez la présidence Macron, Macron n'a quasiment rien fait. À force d'arrogance et de mépris de la population, il a provoqué, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut expliquer les choses, il a provoqué le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement de désespoir réel de pauvres gens, de gens qui vivent dans la misère. Ce mouvement, il l'a ignoré. Ensuite, il l'a laissé se trouver pris en main par des gens d'extrême gauche, et il a attendu que le mouvement, avec la répression aussi, parce qu'une répression très forte a été exercée, que ce mouvement s'éteigne. Quand le mouvement a commencé à s'éteindre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une pseudo-réforme des retraites. Cette pseudo-réforme des retraites a provoqué un grand soulèvement et une grande grève en France. Et quand cette grève a commencé à prendre fin, elle a pris fin en réalité parce que l'épidémie de coronavirus chinois a commencé à se disséminer sur la France. Et à partir de là, on est rentré dans la période des fermetures, du
confinement, d'une obsession disséminée par la télévision, de la peur de la mort répandue et qui règne jusqu'actuellement en France. Et on est rentré dans une période de récession. La France a connu une récession grave et je dirais qu'elle n'est pas sortie de cette récession. La France est le pays européen qui a connu la récession la plus grave au cours de l'année 2020, puisque le recul du produit intérieur brut est un recul qu'on peut chiffrer aux alentours de 9%. Je pense même que quand on aura tous les chiffres, il sera supérieur à cela. Donc on va se retrouver en France avec une fin de présidence qui est une fin de présidence catastrophique, d'une présidence elle-même catastrophique. Et je dirais que ce qui me consterne et ce qui m'inquiète, c'est que face à Macron, il y a Marine Le Pen et je pense qu'on va voir se remettre en place la stratégie habituelle face aux gens du Front National ou du Rassemblement National, c'est-à-dire le Front républicain, la nécessité de dire que le fascisme ne passera pas. Bon, Marine Le Pen n'est pas fasciste, mais c'est pas grave, on va continuer à le dire. Et je pense que Macron a toutes les chances d'être réélu l'année prochaine et je pense qu'on va vers un crépuscule accéléré de la société française et de ce que l'on a pu appeler la civilisation française. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement préoccupant, ça me consterne, mais je dois dire les choses telles qu'elles sont parce qu'il me paraît qu'elles sont cela, et cela se fait dans un contexte où les États-Unis eux-mêmes sont attaqués parce que la présidence Biden est une catastrophe pour les États-Unis. Donc on rentre dans une période très sombre pour le monde occidental tout entier. J'espère qu'un sursaut se dessinera, mais pour le moment, nous entrons dans une période extrêmement sombre. Alors, juste pour conclure, le rapport à l'Algérie et la soumission par rapport à l'islam, est-ce que vous avez 2 mots à dire là-dessus? Je dirais que la France, de facto, est un pays qui est dans une phase d'islamisation qui s'accélère, qui se poursuit. Les décisions prises par le gouvernement français pour lutter contre cela sont des simulacres. Je dirais que si vous regardez la loi dont Macron avait parlé il y a 3 ou 4 mois, une loi sur le séparatisme islamique, cette loi a été complètement vidée de sa substance. Elle n'est plus une loi sur le séparatisme islamique, mais une loi sur la défense des valeurs de la République. Donc il y a eu un recul complet et on n'est plus question dans cette loi d'islam, il n'est plus question de laïcité, il n'est pas question d'immigration, il est question des valeurs de la République et ces valeurs de la République, entre guillemets, ne cessent de reculer de jour en jour. Et j'ajouterais, pour terminer, que l'expression séparatisme islamique est une expression qui me paraît absurde. L'islam n'a jamais cherché où que ce soit à se séparer, l'islam cherche à conquérir et à soumettre. Et je dirais que la France est face à une entreprise de conquête et de soumission des militants de l'islam. Et parler de séparatisme et parler de quelque chose de faux, ce n'est pas en énonçant des fausses notions que l'on règle un problème. Au contraire, on contribue à l'aggraver et à disséminer un aveuglement volontaire. Et pour l'Algérie, alors, qu'est-ce que c'est? Pour l'Algérie, c'est la même chose. Macron, je pense, parce qu'il y a beaucoup... C'est lui qui avait déclaré qu'il y avait eu un génocide? Oui, mais c'est extrêmement grave. Il n'y a jamais eu de génocide. Je dirais que la France, hélas, a laissé le pouvoir en Algérie au FLN, qui est un mouvement terroriste atroce, Les atrocités commises pendant la guerre d'Algérie sont vraiment répugnantes au dernier degré, et accuser la France d'avoir commis un crime contre l'humanité par la colonisation, c'est une attitude absolument honteuse. Macron l'a fait avant d'être élu. Rien que pour cela, il n'aurait jamais dû être président. Quelqu'un qui insulte son propre pays de cette façon, quelqu'un qui rabaisse son propre pays de cette façon, est indigne d'exercer la fonction présidentielle. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous auriez une conclusion par rapport à la pandémie? Est-ce que vous croyez que ça va durer encore longtemps? Parce que est-ce que le vaccin est vraiment une solution pour sortir de cette logique de confinement qui en fait tue l'économie, mais qui, semble-t-il, ne résout pas le problème? Je dirais qu'à mes yeux, le confinement, lockdown,
aux États-Unis. Le mot confinement est un mot qui ne circulait pas beaucoup, qui s'est mis d'un seul coup à circuler énormément. Le confinement n'est pas une solution. La plupart des grands scientifiques qui traitent du sujet, à commencer en France par le professeur Raoult, mais il y en a d'autres, aux États-Unis, il y a le professeur Ioannidis par exemple, les grands professeurs disent que le confinement, ça ne sert strictement à rien pour régler un problème d'épidémie ou de pandémie. On a quand même utilisé le confinement pour des raisons qui me paraissent extérieures à la pandémie et à l'épidémie. Aux États-Unis, vous avez des États, en particulier le Dakota du Sud, où vous n'avez jamais eu de confinement et vous n'avez pas plus de morts que dans d'autres États, vous en avez même plutôt moins. Vous avez aussi la Floride, où le gouverneur, dès le mois de septembre dernier, a interrompu toutes les mesures qui pouvaient ressembler au confinement, et la Floride n'est pas dans une situation d'hécatombe. Donc je pense que la décision de confinement était prise pour d'autres raisons. Je pense que si on avait regardé les traitements qui fonctionnaient, comme le traitement à l'hydroxychloroquine, on aurait pu utiliser l'hydroxychloroquine très largement. Il y a eu un refus d'utiliser l'hydroxychloroquine pour des raisons qui me paraissent être des raisons politiques et qui me paraissent être aussi des raisons de corruption. Je pense que les laboratoires pharmaceutiques avaient intérêt à vendre des vaccins très chers plutôt que de l'hydroxychloroquine qui ne rapporte quasiment rien. Nous sommes dans cette situation. Je pense que les vaccins pourraient permettre peut-être un retour à la normale. Je dirais que c'est ce que l'on voit avec Israël. La population israélienne est vaccinée à une hauteur telle que vous avez maintenant l'immunité de masse qui est en place et Israël commence à réouvrir. Je pense que des sociétés comme la Suède en Europe sont des sociétés qui n'ont jamais fermé aussi et qui montrent que le confinement ne sert à rien. Bon, le vaccin peut être une solution, mais je dirais que dans certaines sociétés, comme la société française, je pense que le gouvernement aura tout intérêt à maintenir la population dans une obsession de la maladie et dans la peur aussi longtemps que possible, parce que quand la population retrouvera la liberté, si elle la retrouve un jour, elle découvrira l'ampleur des dégâts et sa colère pourrait être très grande. Je dirais que dans le contexte américain, je dirais que le gouvernement va tout faire pour maintenir une obsession aussi longtemps que possible, parce que cela lui permettra aussi de prendre des mesures liberticides. Donc je pense qu'il y a une dimension politique, je pense que le vaccin pourrait être une solution dans le contexte que je viens de dire, mais je pense que l'utilisation politique de la pandémie risque de se poursuivre dans un certain nombre de pays. Oui, puis il y aura sûrement un retour politique aux prochaines élections, autant ici au Québec, avec Éric Duhem qui s'investit en politique pour ces raisons, pour devenir chef du Parti conservateur du Québec, mais aussi prochaines élections en France, en tout cas dans tous les pays où il y a eu cette politique de confinement, la population commence à... Alors merci beaucoup M. Guimière pour cette entrevue. Je rappelle que vous pouvez, chers téléspectateurs, continuer à poursuivre cette réflexion en lisant et en achetant les ouvrages de Guimière, en particulier sur Trump, sur Obama et toute la politique, l'Amérique Monde, qui est un livre très important. Et voilà, donc nous aurons l'occasion, lorsque son livre sur la France sortira et son livre sur les États-Unis, de réinviter M. Guimière. Bien, merci beaucoup de votre attention et à une prochaine fois.